Aujourd'hui, un petit react, une petite réaction sur le dernier titre de Polyphia, Playing God. C'est tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais me pencher sur le dernier titre du groupe Polyphia, donc qui s'appelle Playing God. Alors, conflit de génération, bien entendu, j'ai découvert Polyphia via forcément YouTube et aussi grâce à Reda, voilà, campus musique de Reda, que je salue au passage, qui a fait plusieurs vidéos sur ce groupe-là. Et donc, comme je suis bien entendu les vidéos de Reda, eh bien, j'ai été interloqué par ces jeunes guitaristes qui avaient une approche de la guitare complètement nouvelle. Alors, j'ai suivi dans le temps un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils ont après été interviewés, notamment le guitariste Tim Henson a été interviewé par Rick Beato, 2 ou 3 fois, voilà. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à suivre la chaîne de Tim Henson, où il montre un petit peu comment il travaille, comment il compose, et puis aussi on le voit jouer comme ça dans sa chambre. Donc, je me suis un peu plongé dans ce groupe, Polyphia, et l'idée, c'était aujourd'hui de vous faire une réaction suite à la sortie donc de Playing God, le dernier titre en date qui est sorti le 10 mai 2022. Donc, à aujourd'hui, date à laquelle je filme cette vidéo, nous sommes le 20, et donc, voilà, donc 10 jours après, je voulais vous faire une réaction. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que en 10 jours, il y a plus de 3 millions de vues sur cette vidéo. Donc ça, c'est pas rien. C'est quand même assez incroyable pour un groupe qui est un groupe de prog, quelque part de prog rock. On l'appelait un peu metal prog au début, mais bon, ça n'a rien à voir avec du metal prog, donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Donc on va pas employer le terme néo pour pas confondre avec le néo-metal des années 90, mais l'idée c'était un petit peu donc de voir qu'en 10 jours de temps, il y a eu 3 millions de vues, donc ce n'est pas rien. Alors, on va nous écouter un petit peu la prod de ce Playing God. Je vais vous la commenter. On va en parler. Et puis après, surtout, eh bien, on va parler aussi du groupe et un petit peu de cette génération, cette nouvelle génération de guitaristes. Alors, je vais bien entendu me coiffer de mon fidèle casque holo pour entendre le maximum de choses. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par le casque holo, sachez que je suis revendeur et que vous avez un lien dans le descriptif pour en faire l'acquisition au même tarif que sur le tarif holo audio. Et donc le premier truc qu'on va faire, que je fais habituellement, avant de démarrer, avant d'écouter une prod, je regarde sur YouTube, je fais un clic droit et je vais sur les stats pour les nerds. Et là, on voit que, eh bien, il n'y a qu'un dB qui a été retiré. Donc, vraiment, le titre a été en tout cas mixé et masterisé pour être optimum sur les plateformes de téléchargement, que ce soit YouTube ou que ce soit Spotify et autres. Alors, c'est pas, je trouve que c'est pas, vous suivez un petit peu ce que je fais, notamment sur les réactions. À chaque fois, je commence par les stats pour les nerds. On va regarder à chaque fois en fonction des artistes. On a 3 dB, 4 dB, 6 dB, 8 dB. Donc vous connaissez, pour ceux qui me suivent maintenant, ma position sur les mastering forts. J'ai fait, je vous rappelle, je vous mets le lien ici ou ici de vidéos sur le mastering en 2020, mais c'est toujours valable, je vous rassure. Et donc vous pouvez aller y faire un tour pour comprendre un petit peu pourquoi un mastering fort sur une plateforme ne sonnera jamais. Alors là, on voit vraiment que ces artistes-là, qui sont des artistes issus des plateformes, issus notamment de YouTube, si je dis pas de bêtises, Polyphia s'est fait remarquer via YouTube, comme nombreux autres nouveaux artistes. Et donc, ils ont l'intelligence, en tout cas, ils calibrent leur production pour qu'elle soit optimum sur ces plateformes-là. Donc, ça, c'est pas anodin. Et donc, voilà, c'est ce que je tenais à signaler par rapport au poids lourd de la musique qui continue à faire des masterings super forts. Je pense, le premier exemple qui me revient, c'est Sting sur son dernier album où il y a pratiquement 7 dB de trop par rapport à une plateforme. Donc, on est vraiment là avec une jeune génération
qui a compris les enjeux de promouvoir sa musique via les réseaux, via YouTube, et qui calibre sa musique, en tout cas calibre son mix master pour qu'il soit optimum sur ces plateformes. Et maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, nous allons voir ensemble, écouter ce Playing God. Ok, donc ça démarre par le thème guitare joué avec une guitare acoustique, on va dire, en tout cas une nouvelle guitare Ibanez. Ça commence un peu classique, comme ça se fait dans le hip-hop, avec un son filtré. On a entendu juste les harmoniques qu'il a fait péter sur le manche, qui sont, elles, qui ne sont pas filtrées. Je vous remets. Et là, donc, voilà, le filtre se retire au fur et à mesure pour laisser pleine fréquence sur l'ensemble de la guitare. Et là, on a un gauche-droite. Maintenant, la guitare était au centre, maintenant, elle est gauche-droite. Alors, est-ce que c'est Tim Henson qui a joué les deux parties, ou est-ce que ce sont les deux guitaristes? L'autre guitariste s'appelle Scott Lepage. Voilà, donc est-ce que ce sont les deux guitaristes? Mais en tout cas, là maintenant, on a une guitare gauche-droite. Donc c'est très... ce type de mélodie très commun, très courant maintenant chez ces guitaristes-là, avec vraiment une avalanche de notes, une avalanche d'arpèges, une avalanche de triades, pour vraiment, avec beaucoup de techniques sur la main droite, que ce soit médiator ou que ce soit, je dirais, avec les doigts. Donc c'est vraiment un mélange de médiator et d'attaque avec les doigts. Un des grands premiers qui a popularisé ça, je le redis, je ne sais pas si je crois que j'ai déjà dit, mais ça a été vraiment Ron Thal dans fin des années 90. Vraiment, Ron est apparu en 94, si je ne dis pas de bêtises, avec son premier album solo, The Adventure of Bumblefoot. Et toute la technique de Ron est vraiment basée sur le médiator et sur l'attaque avec les doigts pour permettre vraiment avoir, j'irais, d'autant plus de notes et d'avoir une aisance, une facilité de jeu. Donc là, vraiment, on a ça, sauf que c'est un stade vraiment encore plus avancé. Alors je vais remettre un petit peu, parce que je parle, et donc je vais remettre rapidement la fin de l'intro. Donc on entend une nappe de synthé qui vient commencer un petit peu à amener de la matière à tout ça. Alors comme souvent, on est loin du basse batterie rock classique tel qu'on peut le connaître. On est vraiment là dans une ambiance musique urbaine, trap, hip-hop. Voilà, donc c'est ça qui fait aussi la particularité de ce groupe, c'est vraiment de mélanger toutes ces influences de musique électro et urbaine avec un côté rock progressif. Et là, vraiment, on l'entend très très fort sur le basse batterie, ne serait-ce que par la production de la batterie qui sonne très, très électro quelque part. On n'entend pas de pièces. On a vraiment des micros de proximité, ou alors c'est, je dirais, que des samples. Le son de basse est très... c'est drôle parce que le son de basse est très rock, avec vraiment un son très bas, mais en même temps des harmoniques avec de la distorsion. Donc on a vraiment un son pour le coup rock sur la basse. La batterie, je pense que ça doit être une vraie batterie. En tout cas, elle est, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de pièces. Elle est très dry. Mais on entend quand même sur la stéréo, on entend vraiment les overheads. Donc je pense que c'est issu d'une prise live. Mais comme souvent, chez Policia, des résonances de cymbales, par exemple, sont coupées. Donc c'est vraiment très inspiré des musiques urbaines et hip-hop, où eux, ça leur pose pas de problème de cutter, je dirais, et puis d'avoir plus d'un seul coup de résonance de batterie ou de cymbales. Donc voilà, c'est ce qui amène aussi, je dirais, l'esthétique à cette musique.
voyez, là, quand il a fini son roulement de batterie, on n'entend pas... Voilà, c'est clac. C'est coupé à la serpe. J'interviendrai pas sur ce que joue Tim Henson et son collègue Scott Page, parce que c'est juste hallucinant. Voilà, ça sort vraiment des codes, en tout cas de mes codes culturels en tant que guitariste, qui viennent du blues, qui viennent du hard rock, qui viennent même de la funk, voilà, où c'est des gammes pentatoniques, voilà, il y a une espèce de groove. C'est vraiment beaucoup d'arpèges, et donc on est loin des fameux bends, des double stops que l'on connaît dans la musique rock et blues. Et d'ailleurs, Tim Henson a fait une vidéo avec Rick Beato qui s'appelle Boomers Bands ou Bands Boomer, voilà, où il se moque un petit peu des vieux comme nous qui avons tendance à faire des bands. Voilà, donc ça, on voit bien que dans ce type de musique, et pour avoir vu d'autres types de policiers, voilà, il n'y a pas beaucoup de bands. On s'éloigne le plus possible de cette influence blues guitare, et pour aller vraiment vers une musique assez, au final, assez machine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que ils ont grandi en utilisant le home studio, et notamment quand on voit les vidéos de Tim Henson, il travaille donc lui sur Ableton. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, déjà quand on regarde ces vidéos, premier constat, quand on entend donc il est dans sa chambre et il nous fait écouter ce qu'il y a sur Ableton, moi ça me fait penser à ma vidéo, donc arrêter le home studio et le DIY, où j'explique en gros que faire du home studio c'est bien, mais il y a quand même des techniques, des bases à connaître. Et quand on écoute Tim Henson, donc les sorties de son Ableton, tout est super à balle, tout est super fini, tout finit par être saturé dans le casque. Donc ça, c'est en gros des problèmes de gain staging. Et donc, j'en profite pour une petite page de pub, les amis, pour vous parler donc de ma formation sur le gain staging, qui est essentiel pour éviter d'avoir ce son directement dans votre dos préféré qui va être déjà ultra saturé parce que vous n'allez pas respecter donc le gain staging. C'est une formation qui vaut 57 €, qui dure plus de 2 heures, mais sincèrement, pour les retours des personnes qui ont suivi, ça a changé leur production de bout en bout, puisque en respectant simplement les niveaux d'enregistrement, les niveaux au sein d'un dos et les niveaux de sortie, vous allez gagner en dynamique, vous allez gagner en largeur et vous allez gagner après en utilisation de plugins, parce que vous allez vous rendre compte que vous allez en mettre de moins en moins. Voilà, donc ça c'est disponible en lien dans le descriptif ci-dessous. Vous avez un lien sur le gain staging, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous explique un peu ce qu'il y a, vous avez des témoignages, et puis ce que vous allez apprendre dans cette formation aparté terminée. Revenons-en à Polyphia. Donc vraiment, ce sont des enfants du home studio, ils ont grandi avec ça, et ils ont grandi avec la musique électro, avec la musique hip-hop, la musique trap. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai découvert, moi, cette musique et ces guitaristes, j'ai trouvé ma première action de vieux con, ça a été de dire, eh bien, ouais, on dirait des machines à écrire. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai eue en premier, mais je pense que c'est un problème d'éducation, ou en tout cas un problème de culture. Je n'avais pas la culture de cette musique-là, en tout cas leur musique, qui a donné ce nouveau prog rock complètement original, et surtout en développant une technique guitaristique qui est quelque part ce qu'on est capable de faire en MIDI, donc en mettant des petits points sur une grille MIDI. On peut arriver facilement à avoir des mélodies super complexes, très syncopées, avec des polyrythmes, parce qu'en fait c'est juste des petits points qu'on va mettre, et après c'est un ordinateur qui va rejouer le truc. Et là en fait ce qui est assez génial, c'est que on voit, on sent qu'ils ont grandi dans cette musique, mais qu'ils ont appris à la transcrire avec un instrument, et notamment avec une guitare. Et c'est impressionnant de voir que, ok, de le faire en MIDI, c'est une chose, mais de le faire avec une guitare, c'est quand même ce qu'on appelle une autre paire de manches. Donc, comme je le disais, on est super loin du blues, on est super loin du rock qu'on peut connaître, en tout cas dans lequel j'ai grandi, parce que là, on est, ne serait-ce que sur le basse batterie, sur les grooves et sur les mélodies, on est
dans un univers complètement différent, vraiment dans un univers de musique urbaine électro. Vous entendez là la guitare toute seule, avec une ambiance, il doit y avoir une nappe derrière de synthé, et puis le bass bat qui revient. Le son de basse est vraiment mortel. Vraiment, autant le son de guitare acoustique, je suis pas fan, mais en même temps, c'est pas un son de guitare acoustique tel qu'on pourrait l'entendre, nous, notre génération, avec notre culture musicale, où vraiment on entend quelque chose de, assez proche de, même en guitare acoustique comme ça, de ce que peut être le Paco de Lucia, John McLaughlin et Al Di Meola, par exemple, pour prendre ce trio super connu, où tout était à la guitare acoustique, mais vraiment avec multi-influence. Et quelque part, le son, là, il est très synthétique. Guitare Ibanez ou pas oblige, mais en tout cas, en termes d'esthétique, ça colle parfaitement à cette musique, je dirais, croisement entre prog, rock et musique urbaine. Voilà, on a à ce moment-là un effet électro. Et ce qui est drôle, c'est que pendant les breaks, vraiment, on n'a aucune reprise de batterie, donc c'est vraiment super édité, c'est vraiment fait dans un esprit musique urbaine. Là, on sent qu'on va changer de... Il va se passer quelque chose, en tout cas, un petit peu comme dans un morceau un peu classique rock, où voilà, il y a un break avant un pont, avant un solo, avant quelque chose. Et là, on est à Ibiza. Et là, moi, la première sensation, ça a été de me sentir à Ibiza, en tout cas d'être avec de la musique lounge. Vous entendez derrière le sifflement, Micheline Dax peut-être est de retour. Pour les plus vieux, mais que vois-je? Mais que vois-je? Dis donc, petit con, tes pieds sur le fauteuil là, Louis XVI, pour qui tu te prends? C'est incroyable cette génération de jeunes là, qui n'ont rien à foutre, et qui foutent leurs pieds comme ça sur le mobilier Louis XVI. C'est vraiment génial, cette partie-là est vraiment géniale en termes d'ambiance, en termes d'arrangement. On a la guitare, on a l'impression d'entendre un écho gauche-droite. Je ne sais pas si c'est un doublage MIDI d'un clavier. Il y a le sifflement qui double, en tout cas pas qui double, mais qui amène vraiment un côté limite Ennio Morricone qu'on va retrouver sur la fin du titre. Mais forcément, quand on rajoute quelqu'un qui siffle, ça fait, moi ça me fait toujours penser à Ennio Morricone. Mais on a changé complètement d'esthétique au milieu du titre. On est à 2 minutes de morceau et on est parti tout de suite autre part. Alors, pour le clip, ils ont en même temps fait correspondre avec un changement de décor et quelque chose de vachement plus ouvert, vachement plus, j'allais dire coloré, mais en tout cas avec une esthétique complètement différente. Le son de basse reste quasiment le même, avec ce côté avec une distorsion, beaucoup de bas, et donc malgré tout, ça se fond toujours dans le mix. La batterie reste identique, avec pour le coup là,
un peu trop à mon goût de cymbales. En tout cas, les cymbales sont un peu trop brillantes et on entend un poil de saturation dessus. Alors ça, c'est assez énervant, parce que de le voir jouer ce bon son de riff allongé et avec autant de facilité, c'est un petit peu agaçant à la longue. Et comme souvent dans Polyphia, vraiment les arrangements derrière, qui doivent être des instruments MIDI, sont vraiment super judicieux, super bien faits, et quelque part viennent coller parfaitement à la guitare. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que je pense que c'est Tim Henson qui fait les arrangements, et quand on le voit sur sa chaîne YouTube, de voir la manière dont il arrange les trucs, c'est vraiment un musicien accompli. Et c'est fait, je trouve, avec beaucoup d'intelligence, parce que un titre comme ça à arranger, notamment ce passage-là très Ibiza, on va dire, demande beaucoup de culture musicale et à arranger quand on écoute vraiment, c'est super chiadé, c'est vraiment super bien fait. Ça défonce, ça. Là, on entend, sur le riff, on entend une guitare gauche-droite qui est détunée. Et à mon avis, ça doit venir de son plugin fait chez Neural DSP, où il a, comme on voit ici, un multi-voicer. Donc moi, j'ai toujours pas testé ce plugin-là, mais c'est vrai que je pense que je vais me pencher vraiment dessus pour voir un petit peu. En tout cas, les sons qu'il a sont vraiment super bien faits. Et sur sa chaîne YouTube, on le voit, et la majorité des sons proviennent de ce plugin. Donc je pense qu'il doit enregistrer une grosse partie à la maison, et donc c'est fait. Voilà, l'autre truc que je voulais dire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'étais au final très clair. L'allusion que je faisais à ma vidéo Arrêtez le monsieur le DIY, c'est que donc je vous ai parlé du gain staging, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce titre-là a été mixé, je prends mes notes, par Zach Servini, voilà, qui a travaillé entre autres avec Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, qui a fait le dernier Limp Bizkit, All Time Low. Donc c'est un jeune producteur qui a 30 ans. Et donc, aujourd'hui, pas de honte, pas de problème à utiliser un plugin, surtout un Neural DSP qui sonne vraiment super bien, en guitare finale sur une prod, sachant qu'il y a un ampli acoustique dans le package comme il y a dans le plugin John Petrucci de chez Neural DSP. Et donc en fait ce que je veux dire, c'est que même si c'est enregistré à la maison, même si le gain staging n'est pas respecté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une grosse partie est faite à la maison, et en fait après il confie ça à un mixeur, donc ce fameux Zach Servini qui a maintenant à 30 ans un sacré pédigré et qui va mixer ça vraiment très bien. Le mix est vraiment super bien, la dynamique est respectée, et d'arriver à faire sonner l'ensemble de ces guitares et surtout l'ensemble de ces riffs et de ces mélodies assez complexes avec autant de clarté. Je vous dis, moi pour l'instant le truc que j'aime moins, c'est toute la partie overhead de la batterie, ou en tout cas les cymbales qui, je trouve, sonnent assez parfois fortes et assez distordues. Donc j'aurais aimé quelque chose un petit peu plus soft, un petit peu plus analogique, un petit peu plus rock, mais après c'est une question, comme je vous l'ai dit, aussi d'esthétique, mais là c'est vraiment un goût personnel, mais en tout cas il n'y a pas de faute, professionnelle de la part de Zach Servini dans son mix, c'est assez incroyable. Bon, rien que ça, là, c'est injouable, c'est incroyable, c'est super beau. Voilà, donc il n'y a pas que juste le côté technique
chez Polyphia, moi qui m'intéresse avec Tim Henson, c'est que on voit sur Insta beaucoup de guitaristes incroyables, mais on a de la musique, on a une mélodie, alors qui n'est pas franchement ultra accessible comme ça, mais dès l'instant où on prend le temps de s'éduquer un petit peu et de rentrer dans l'univers, eh bien on a vraiment quelque chose de super beau en termes d'harmonie. La fin est superbe avec le sifflet, je trouve que les mélodies, l'arrangement est juste mortel. Ok, donc vraiment un super titre. Les 3 millions de vues en 10 jours sont grandement méritées. Alors perso, ce qui m'a décontenancé au début avec ce type de guitare, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, peut-être parfois trop, mais et que par rapport à ma culture guitaristique ou musicale, je trouve qu'on ne peut pas chanter, on ne peut pas siffler. Vous pouvez chanter un solo de Gary Moore, vous pouvez chanter un thème de Joe Satriani, voire de Steve Vai, mais avec Polyphia, bon, ça reste très compliqué. Donc c'est vraiment de la musique à écouter. C'est autant, oui, on est loin donc du côté pop, même qu'à Satriani, dans son approche de la guitare. Là, on est vraiment beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est génial, c'est que cette jeune génération, cette nouvelle génération ne s'est pas contentée de reproduire ce qui se faisait avant. Alors bien sûr, il y a des jeunes guitaristes, je pense à Marcus King dans le blues, qui invente rien, mais qui amène quelque chose un peu frais, un peu nouveau dans le blues. Mais là, on est vraiment dans le refus total du blues, du rock et de tous ces dérivés et de tout ce qu'on connaît pour vraiment utiliser ce prog rock dans un côté très musique hip-hop, en tout cas avec une culture très électro et très hip-hop. Donc je trouve que c'est ça qui, moi, m'a décontenancé au début, c'est que forcément, j'avais pas les codes, je les ai pas encore complètement, mais en tout cas, je trouve ça assez fantastique. L'autre truc, c'est que on peut dire, ouais, mais bon, et je sais, beaucoup le disent, oui, mais c'est bien, les mômes, ils sont derrière l'ordinateur, mais on sait qu'avec un ordinateur, on peut tout corriger et on peut tout refaire. Maintenant, quand vous regardez, voilà, Tim Henson dans sa chambre, avec juste sa guitare Ibanez, et donc qui rejoue Playing God, avec donc en live comme ça à brut, vous avez quand même vous voyez que le môme ou l'artiste, on va dire, parce que le môme c'est un peu réducteur, en tout cas cet artiste là maîtrise totalement son instrument à un niveau qui est juste incroyable. Donc là on peut pas se cacher derrière le home studio, il fait suffisamment de vidéos où il joue en live pour que on voit que eh bien, en fait, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas tromperie. Comme je le disais sur mon précédent Bibi Blabla par rapport à l'autotune, là, pour le coup, on est dans le vrai, on est dans l'artiste qui a travaillé son instrument à un point incroyable. Je crois il doit avoir une vingtaine d'années et il a déjà un niveau incroyable. Alors, il y en a aussi peut-être qui vont dire oui, mais je les ai vus et je pense, je fais référence à une vidéo qu'a fait Reda où on les voyait. En effet, moi je les ai découverts en fait, Tim Henson et Scott Page sur la scène du NAMM avec, il y avait Nita Strauss, il y avait Steve Vai, je crois qu'il y avait Satriani, pas sûr, mais il y avait Paul Gilbert et tout ça. Et donc, ils sont retrouvés sur le plateau Ibanez, puisqu'ils sont endossés par Ibanez, et en fait, eh bien, on les voit, c'est naze. Voilà, moi je les ai découverts là, et je me suis dit, ah c'est ça la nouvelle génération de guitaristes, c'est nul. Et en fait, après, j'ai découvert ce qu'ils faisaient avec Polyphia et tout ça, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le contexte n'était pas leur. On leur a demandé de jouer une musique de vieux, il n'y a pas d'autre mot. C'était un rock type blues, version hard rock, qui sont très chiants à jouer, parce qu'en fait, c'est déboulé de manches sans intérêt. Ils n'étaient pas à leur place. Ils n'étaient pas dans leur univers et forcément, et puis je pense que c'est pas leur culture, ce type de musique.
Donc certains les ont critiqués à ce moment-là. Je trouve ça un peu facile parce que pour le coup, ils étaient mis hors contexte, dans un contexte de vieux, il n'y a pas d'autre mot, et ça ne leur correspond pas, donc forcément, ils ont fait de la merde. Mais quand on voit Tim Henson jouer comme ça dans sa chambre, on voit le niveau du mec, c'est juste incroyable, et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Alors l'autre point sur lequel je voulais aussi finir, c'est que on a une musique qui se dit prog rock. Alors au début c'était un peu prog metal. Bon, on est très loin de Dream Theater, même si je pense qu'ils ont écouté Dream Theater dans la partie polyrythme et les structures rythmiques qu'il y a dans leurs morceaux. Mais vraiment, on est loin vraiment du blues, donc on peut être loin de Dream Theater, mais il y a quand même un dénominateur commun. Et en fait, quelque part, ce nouveau style de musique, cette nouvelle génération de musiciens, moi, me fait penser un petit peu à quelque chose que j'ai vécu au début des années 2000. Donc Dream Theater était déjà sorti dans les années 90, donc ils avaient déjà mis une barre assez haute dans la partie prog metal. Mais moi, ce qui a été vraiment marquant pour moi dans les années 2000, ça a été un guitariste comme Omar Rodriguez Lopez de At the Driving, mais surtout dans Mars Volta, où quelque part, moi je trouve que ce guitariste-là a amené énormément à la musique prog, en tout cas, en déstructurant complètement certaines choses, en utilisant le blues, mais en s'éloignant dans ses licks, dans ses plans assez du blues, donc vraiment, il a broyé un petit peu tout ça, et en utilisant beaucoup les musiques afro, musique funk, musique vraiment, je pense, moi ça me faisait penser à du Santana, mais sous acide et out, voilà, avec des plans complètement out. Bref, ce que je veux dire, c'est que Omar Rodriguez Lopez et la découverte de Mars Volta, d'ailleurs je pense que je vous ferai un bibi blabla sur Mars Volta, notamment avec le premier album Deluxe in Comatorium, je trouve que voilà, ça a été une claque et j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans cet univers. Mais après, je me suis délecté de l'ensemble de la discographie de Mars Volta et je trouve qu'on a une similitude avec Tim Henson et Polyphia qui est de refuser cette partie un peu blues et classique du rock avec une influence bien entendu différente, puisqu'ils ne sont pas de la même génération, mais avec cette envie donc de renverser complètement la vapeur et de faire quelque chose de vraiment nouveau et surtout d'amener quelque chose à la guitare de nouveau. Pour moi, Omar Rodriguez Lopez a amené énormément à la guitare. Et quelque part, si on ne s'y trompe pas, si on regarde un petit peu depuis les années 80, on peut reconnaître en tout cas à Ibanez d'avoir eu le nez très fin à chaque fois, de reconnaître, d'aller chercher des jeunes guitaristes, comme ils sont allés chercher Steve Vai dans les années 80, début des années 80, ensuite Satriani, Paul Gilbert, Omar Rodriguez Lopez dans les années 2000, avec un modèle de guitare qu'ils lui ont fait, et puis maintenant, ces jeunes de Polyphia, donc Tim Henson et Scott Lepage, dans des guitares électriques, mais aussi dans des guitares électro-acoustiques. Donc ce modèle-là, je l'ai cherché un peu, je ne l'ai pas trouvé, que ce soit sur le site Ibanez ou autre. Donc je pense que c'est un modèle qui n'est pas encore disponible. Mais en tout cas, on peut voir là sur l'écran qu'il y a quelques boutons ici. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses assez intéressantes en termes de sonorité. Bref, Polyphia et Tim Henson révolutionnent pour moi la guitare aujourd'hui, ne serait-ce que déjà en sortant des clichés de guitare ultra saturée et en ramenant des sons super clairs et des sons assez crunch type Plexi, avec un jeu complètement moderne qui se refuse de tout ce qui est historique, des plans blues, double stop et bend que l'on connaît, et vraiment en alliant une technique je dirais, venant du midi vraiment avec des doigts et sur un manche de guitare. Donc ça, c'est vraiment, rien que pour ça, c'est vraiment fantastique. En plus, leur musique est intéressante au final quand on fait l'effort de rentrer, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même une musique sans chant, ça reste une musique de nerd, vraiment, c'est vraiment une niche, on est sur la niche de la niche, et ça finit par faire 3 millions de vues en 10 jours. Et Tim Henson sur sa chaîne YouTube, où il joue dans sa chambre, c'est plus de 720 000 vues. Voilà, en l'espace de, pareil, là c'est 720 000 vues en l'espace de 4 jours. Donc, il y a quand même un truc qu'ils ont réussi à créer qui est absolument fantastique. Et donc,
Polyphia et Tim Henson arrivent à redonner un air frais sur la guitare en changeant complètement ses codes et en les amenant vraiment à un autre niveau. Et puis surtout arrivent à redonner ces lettres de noblesse à cette musique. Alors venant vraiment d'une niche, un truc super spé qui est en train aujourd'hui de se répandre, à faire 3 millions de vues en 10 jours, je le redis. Et au final, à faire plus que certains rappeurs ou autant que certains rappeurs, alors que, entre guillemets, on vante cette musique urbaine, électro, où il y a des très bonnes choses, mais on oublie de dire que malgré tout, la guitare reste un instrument qui véhicule énormément d'émotions quand elle est bien jouée, et qui permet aussi, n'oublions pas, de remplir les stades, parce que ce qui remplit encore les stades, ça reste les groupes à guitare, et Polyphia démarre une tournée actuellement aux États-Unis et j'espère qu'ils vont finir par remplir des stades parce que ça serait vraiment nouveau qu'une musique aussi complexe, aussi spécifique marche autant. Et c'est ce que je répète souvent dans la formation Devenez musicien entrepreneur et ce que je répète aussi dans les bibi blabla, c'est que plus vous êtes spécifique, plus vous êtes sur une niche et meilleur vous êtes et plus vous allez toucher de monde parce que vous écartez la concurrence. Vous faites aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que le rap a atteint son plateau et va finir par redescendre, parce que on est à l'apogée, en tout cas en termes de consommation et d'offres de cette musique-là, et qu'à un moment donné, on ne peut plus ressortir du lot, et que j'ai déjà fait des bibi blabla dessus. Vous prenez par exemple System of a Down, qui pareil, est une musique très spécifique, a réussi à toucher un grand niveau, en tout cas de personnes, est devenu un groupe majeur. Et quelque part, si vous prenez des risques, comme l'ont fait Polyphia et Tim Henson, vous pouvez, si vous êtes vraiment bon et vous amenez quelque chose à la musique, eh bien espérer faire un carton. C'est ce qui est en train de se faire avec Polyphia. Je vais donc me pencher avec beaucoup plus d'intérêt sur l'ensemble de leur musique et continuer à suivre Tim Henson qui, je dois dire, de le voir jouer dans sa chambre est la meilleure technique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher comme ça les fans, la communauté, ils sont créés une vraie communauté, et donc Tim Henson a pratiquement 500 000 abonnés juste à jouer de la guitare complètement, avec une musique qui est complètement à la base indigeste, mais il a 500 000 abonnés, 500 000 personnes qui vont le suivre parce que il n'y a que lui qui sait faire ça, et c'est ça que on devrait quelque part tous faire, être spécifique dans sa musique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Polyphia et grâce à Polyphia. J'espère que ce bibi blabla vous a plu. Il est une fois de plus assez long, mais j'aime ça. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un pouce, merci de la partager, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'en ai besoin pour développer la chaîne. Je suis comme tout le monde. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif sur le mixage, sur préparer sa séance d'enregistrement, bref. Et puis, vous avez des formations pour aller plus loin dans Cubase, pour aller plus loin, comme je vous ai montré dans le gain staging, sur les EQ aussi, sur la compression, sur les reverb delay, enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop dans un local de répète. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut dans le descriptif. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.